Alors, monsieur Robert, comment ça va? Je vais bien, toi. Ça va très bien, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ok. L'argent a toujours été un sérieux problème. Vous savez, pour beaucoup de jeunes Africains. Mais bon, toi, apparemment, tu n'as jamais eu des problèmes d'argent. Comment ça? Apparemment, tu es toujours, Je n'ai jamais vu. toujours tiré à quatre Je épingles. n'ai jamais vu un homme secrétaire qui n'a jamais eu un problème d'argent. Toujours bien habillé. Toujours. C'est quoi la marque? Ça, c'est philippin. Toujours en philippin, voilà. C'est comme si je savais. Hein. Pignatelli, fettuccini, toujours en choses, voilà, habillé très cher. Donc, on peut clairement dire que vous n'avez jamais eu de problème d'argent. Non, c'est pas ça. J'en ai eu. Ok, mais comment ça a été? Bon, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment ça a été? Bon, je sais que autant vous pouvez dire que vous avez des problèmes d'argent. Moi, je vous connais la plupart des fois, vous n'avez jamais eu de problèmes d'argent. Non, Mais comment vous êtes arrivé? Comment pouvez-vous inspirer un jeune homme aujourd'hui? Non, moi, je pense que dans la vie, ce que les jeunes gens et tout le monde doit comprendre, que si une personne n'a que comme salaire, comme son seule source de revenus, sache que tu es à 2 pas de la pauvreté. Vous voyez? Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un qui touche le salaire mensuel devenir riche. Je te donne un exemple. Tu verras par exemple Neymar, le joueur de Paris Saint-Germain. Il est friqué, mais le patron, c'est le propriétaire du Paris Saint-Germain. Ok. Parce que c'est un entrepreneur. Et bizarrement, beaucoup de gens qui ont fréquenté les bas de l'école n'ont jamais été de beaux entrepreneurs parce que l'école ne nous a jamais enseigné l'entrepreneuriat. Répétez ça, s'il vous plaît. Beaucoup de gens qui ont fréquenté les bancs de Beaucoup l'école. de gens qui ont fréquenté les bas de l'école Oui. ne sont jamais de beaux entrepreneurs. Mais ça, c'est un peu grave, là, monsieur. Moi, je dis. Qu'est-ce que vous insinuez Parce là? qu'à l'école, on ne nous a jamais enseigné c'est quoi l'entrepreneuriat. Ok. Tu verras des gens qui n'ont jamais côtoyé les bas de l'école ou qui ont quitté l'école à mi-chemin. Ce sont eux-mêmes qui ont suscité l'esprit d'entrepreneuriat. Et voilà pourquoi tu verras aujourd'hui, la plupart des riches n'ont pas côtoyé les bas de l'école. Ce sont des gens qui se sont débrouillés par-ci, par-là. Comme les propriétaires de KFC, Kentucky Fried Chicken. Si tu suis son histoire, c'est quelqu'un qui n'était pas bon à l'école. Ok. Vous comprenez? Donc, Général Sanders. notre système... Colonel Sanders. Notre système éducationnel ne nous a jamais enseigné l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des problèmes. Vous voyez, parce que les gens... D'ailleurs, moi, je ne crois pas au travail. Parce que je n'ai jamais eu un. Tu n'as jamais eu un travail? Je n'ai jamais eu un. Attendez, monsieur Robert, il ne faut pas exagérer. Oui, je n'ai jamais eu un. Vous avez travaillé à très longtemps comme agent de sécurité, à très longtemps. Je ne peux pas appeler ça travail. Ça, c'était des petits jobs. C'était seulement pour le survie. Quand je parle de travail, c'est un boulot Oui, qui... mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais travaillé parce que vous avez travaillé comme agent de Donc, sécurité. je n'étais pas fier de ce travail-là. Bizarrement, beaucoup de gens travaillent sans pour autant aimer le travail. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Et moi, après avoir passé dans tant de difficultés, je me trouvais que non, mon avenir, comment je vais me marier un jour, comment je vais construire une maison un jour, comment je peux acheter une voiture avec ce salaire modique. Voilà pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et heureusement pour moi, j'avais fait ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social. Okay. J'avais créé une ONG. D'accord, expliquez ça. Et l'objectif est, bon, je dois l'avouer que ce n'était pas pour des sentiments altruistes. C'était pour faire de l'argent. C'était pour faire de l'argent et aider les autres. Ouais, comment? Oui, faire de l'argent et aider les autres. Oui, je dois être clair. C'était pas principalement pour faire de l'argent. C'était pour faire de l'argent. C'était en tout cas pas pour aider les gens. En tout cas, c'était pour aider les gens et moi-même. Oui. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas prétendre aider les gens au moment de souffrir. Donc la marchandise là, c'était les gens que vous prétendiez aider. Oui, c'est le business. Vous comprenez? Bon, on doit avouer que sur le plan éthique, ça dérange quand même un peu. Ça dérange, mais beaucoup de gens font semblant. S'il y a des gens qui ont des ONG ici, ils seront d'accord avec moi. Donc, la plupart des gens qui ont des ONG nous mentent. C'est pas par altruisme ou par gentillesse ou par philanthropie. C'est parce qu'ils veulent faire de l'argent. Les grands philanthropes, oui. Ce sont des gens qui ont de l'argent. Les milliardaires là, qui donnent de l'argent aux ONG pour que les ONG puissent aider d'autres gens. Mais la plupart des gens qui ont des ONG, ils le font pour aider les gens et pour leurs besoins aussi personnels. Ça, c'est de la philanthrocapitalisme. Vous voyez? C'est une philanthropie mélangée au capitalisme pour ses intérêts personnels. Vous savez? Comme le fait le grand monsieur des ordinateurs. Donc voilà. Donc ce que j'ai compris, c'est quoi? Dans la vie... Mais est-ce que ça en dit quelque chose sur votre personnalité? Le fait de faire de l'argent sur la tête des gens?
Non, ce n'est pas ça. Fais de l'argent. Là, tu es en train de dévier un peu les débats. Ce que si je dis, c'est quoi? D'accord. Moi, j'avais créé l'ONG pour aider, les laisser pour compte et subvenir aussi à mes propres besoins. C'est un travail que j'avais créé. Parce que quand on te finance, il y a les salaires, les ressources humaines. Donc c'est quand même acceptable donc, de dire. Par exemple, les 20%, on peut te dire on te donne 100 000 $. 20%, c'est pour les ressources humaines. Pour payer le bureau, les bons fonctionnements des bureaux. Et dans les 30 000, tu te retrouves. 80 000, tu fais le projet. Mais est-ce qu'on n'est pas censé avoir un salaire peut-être normal comme tout le monde, un salaire de 1 200 €? Non. Vous, sur 100 000, vous prenez 30 000. Vous voyez pas que c'est... Non, ça dépend. Mais ça, là, en tout cas, je ne peux pas... Je ne veux pas entrer dans les détails. Dans les détails. Oh là là, monsieur Robert. Vous comprenez? Donc c'était ça. Mais ce n'était pas facile. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Vous comprenez? Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais demander conseil aux gens improductifs. Ok. Tu ne peux pas jamais partager ton problème avec une personne qui n'est pas en mesure de donner une solution. Et pour ne pas vous stopper là, juste pour rajouter, moi je suis de ceux qui pensent qu'on n'écoute pas l'opinion de tout le monde. Voilà. Parce que la plupart des gens viendront dans votre vie pour dire, ok, on essaie de l'aider, on essaie de faire des recommandations, on essaie de, d'apporter une certaine, et monsieur ne veut pas. Une personne intelligente n'écoute pas n'importe qui. Une personne intelligente a un groupe de personnes spécifiques auprès de qui il va se ressourcer en cas de difficulté. Ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Parce que si un président, imaginez un président de la République qui écoutait n'importe qui. Okay? Il y a des personnes qui disent, monsieur le président, construisez d'abord l'école. L'autre dit, non, monsieur le président, construisez d'abord le port. Finalement, le président fera quoi? Voilà pourquoi il est essentiel de ne pas écouter tout le monde. Oui, tout le monde n'a pas le droit de parler, quoi que ce soit de cette vie. Tout à fait. Chacun a ses idées, son avis, sa direction. Il y aura toujours des gens qui voudront vous diriger vers une direction qui n'est pas nécessairement essentielle. Et ce sont des gens qui n'ont jamais rien fait dans la vie, qui sont premiers à te donner, à te prodiguer des conseils qui ne sont pas constructifs. Ok. Alors pourquoi il faut se lancer dans l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entrepreneuriat est pour tout le monde, monsieur Robert? Non, moi, je peux dire que l'entrepreneuriat est pour tout le monde. Les gens ne croyaient pas avant. Vous pensez que tout le monde peut devenir entrepreneur? Beaucoup de gens ont leur diplôme dans les tiroirs. D'accord. Ils se sont poussés par force par l'entrepreneuriat. Parce que si le salaire est ton seule source de revenus, là, tu es à 2 pas de la pauvreté, comme je dis. Okay. Et puis, l'entrepreneuriat ne consiste pas seulement à créer un restaurant d'élite, à avoir des grandes choses. Même les mamans qui vendent. Si ton salaire est le seul moyen de revenu, seule source de revenus, tu as 2 pas de la pauvreté. De la pauvreté. Je pense qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui l'a dit dans le passé. Oui. Donc, si vous êtes là, vous avez un seul moyen de revenu, c'est risqué parce que les choses changent très vite. Okay? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Bon, regardez par exemple, prenons l'exemple de, comment on appelle, BlackBerry. BlackBerry a existé pendant un temps. Tout le monde avait un BlackBerry, n'est-ce pas? Quand on a BlackBerry était le premier à commencer les messages instantanés. BBM. Oui, BBM. Vous vous souvenez? Tout le monde s'est lancé dans BBM. Tout le monde avait une BlackBerry. Mais BlackBerry, à l'arrivée de iPhone, n'a pas pu s'ajuster, n'a pas pu comprendre qu'il y avait évolution. Voilà, il y avait une compétition qui arrivait. iPhone s'est présenté pas avec l'idée de l'ordinateur, de device avec ordinateur. L'iPhone se présentait avec un grand écran. Okay, un écran plus grand, donc genre télévision, avec lequel on peut visualiser plusieurs choses. On peut travailler aussi en usant des claviers virtuels. BlackBerry n'a pas voulu s'adapter. Okay? Comme BlackBerry avait une seule vision, BlackBerry, malheureusement, peu après, a perdu tout le marché du téléphone portable. Allez-y, monsieur Robert. Donc, si une personne se focalise sur une seule chose, vous avez une seule capacité, une seule adaptabilité, c'est très dangereux parce qu'il faudrait, d'après monsieur Robert, comme il le dit aussi ici, il le soutient, il faudrait avoir d'autres moyens de revenus, d'autres possibilités. Parce que chaque personne a ses capacités de pouvoir multiplier ses formes. Donc, oui, voilà pourquoi tu verras, si quelqu'un est congédié, il est limogé à son boulot. Oui. Souvent, les gens piquent de crise cardiaque. Oui. Parce qu'il n'a aucune source de revenus. Lui, il se présente au travail, on lui a congédié, c'est fini. Mais si tu as fait cette business, même Salomon, le grand sage de la Bible, il avait dit dans Ecclésiaste, pour les gens qui lisent la Bible, qu'il faut investir dans 2 ou 7 choses. 2 ou 7 choses. Parce que ce n'est pas là où le malheur pourra venir. Et quelqu'un disait, si tu es agriculteur, tu ne veux pas seulement s'aimer des maïs.
il faut s'aimer des maïs, il faut s'aimer des pommes de terre, il faut s'aimer des haricots, il faut s'aimer beaucoup. Au cas où il y a orage ou vent et que les maïs tombent, au moins tu as des pommes de terre qui sont protégées sous sol. C'est-à-dire il faut avoir beaucoup de moyens de revenus, beaucoup de moyens de subvenir à ce besoin. Parce que voilà, on n'est pas toujours obligé d'avoir des multinationales ou des choses grandes, des choses pimpants, pétillants, brillants à montrer. Je suis directeur de commerce d'ordinateur, je suis chef de peu importe. Il y a des choses que vous pouvez faire pour commencer, des très petites choses. Parce qu'un riche, déjà commencer à... Un riche, c'est quelqu'un qui palpe de l'argent chaque jour. Peu importe le montant. Selon moi, un homme riche, c'est une personne qui a mesure de générer l'argent chaque jour. Même tu verras même des vendeurs ambulants, même des mamans là qui vendent des beignets, des cacahuètes. Tu ne verras jamais ces mamans-là passer la nuit affamée. Open the gates. Quand ils rentrent à la maison, tu vois que non, les enfants vont manger. Parce que chaque jour, elle fait des sommiers d'avoir quelque chose. Donc c'est ça. Donc il faut être entrepreneur pour combattre la pauvreté. Bizarrement, en Afrique, on ne nous a pas enseigné ça. Le système d'éducation africain nous ont montré qu'il faut se travailler. Africain, M. Robert, le système européen, on n'apprend pas à... L'éducation financière n'est pas apprise à l'école. Malheureusement, ce sont des choses, comme on l'a dit précédemment, qu'on apprend tout seul. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, sans peut-être le mentionner, vous avez dit plutôt que la plupart des gens qui ne font pas l'école réussissent mieux dans l'entrepreneuriat. Oui. Si vous observez, par exemple, les Indiens, pendant qu'ils travaillent, ils ont leurs enfants qui travaillent avec eux. Oui. Parce que ces Indiens-là savent que les enfants ne peuvent pas apprendre ces histoires à l'école. Oui, parce que comme disait Esther disait que tout le monde c'est un génie. Okay. Vous voyez, il disait que si tu juges un poisson pour son incapacité de ne pas grimper l'arbre, le poisson pensera toute sa vie que le poisson est stupide. Mais si tu jettes le poisson dans l'eau, le poisson va te montrer son talent. Comment est-ce que le poisson... Beaucoup de gens oui. n'ont pas été faits pour les études. Et la plupart des gens qui étaient les premiers de la classe ont échoué dans la vie. D'accord. Mais certains te diront aussi, M. Robert, que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Comment vous dites ça? Je ne peux pas accepter ça. Je m'oppose à cela. Il y a des gens qui sont des médecins. Est-ce qu'ils sont obligés de devenir médecins entrepreneurs? Ces médecins-là ont des problèmes qu'ils ne savent pas. Tu sais, beaucoup de gens qui s'appellent médecins, le JT consort, après avoir touché leur salaire, surtout les gens qui vivent en Europe, avec des crédits, on te paye 3 000 €. Tu dois payer par exemple la voiture de 500 €, la maison de 1 500. Tu roules carrosse, mais tu as des problèmes, tu as des dettes. Mais si tu es un entrepreneur, ton salaire, les business là qui te fait, c'est ça, les bonus pour te préserver. Je suis d'accord avec vous, M. Robert, mais je ne pense pas que tous les médecins ont des problèmes d'argent ou des problèmes de dette. Je ne dis pas tous les médecins. Je dis la plupart des gens qui travaillent, surtout dans les pays où le crédit est autorisé, ont des problèmes dont tu ne peux pas t'imaginer. D'accord. Vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Avant, les gens ne comprenaient pas l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu entrepreneur. Parce que tu as eu ton diplôme, mais ton diplôme est dans l'armoire. Tu vas faire quoi? Tu ferais de te mettre de faire quelque chose pour générer de l'argent? À celui qui n'a pas de quoi commencer son entreprise, comment il fait? Écoute, vous voyez une personne en Afrique qui n'a pas de boulot, qui n'a rien du tout, vous lui dites de devenir entrepreneur. Comment il fait? L'entrepreneuriat, c'est quoi? Comme je l'ai dit tantôt, l'entrepreneuriat ne consiste pas seulement à investir dans des grandes choses. J'étais donné l'exemple de KFC, Kentucky Fried Chicken. Ils ont commencé d'une façon modeste. Moi, je connais un ami, paix à son âme, aujourd'hui, il n'est pas en vie, à Johannesburg, et il vendait les fruits. Quand il commençait, les gens trouvaient que c'était stupide. Mais je te dis, chemin faisant, le monsieur a fait fortune. Il a construit même des maisons au Congo. Il a acheté des voitures de luxe. Donc, on peut commencer par quelque chose. Pourvu que vous ayez un revenu, quelque chose. Un riche, c'est quelqu'un qui a quelque chose chaque jour. Quelque chose de négligeable. Et si tu es courageux, ambitieux, tu vas évoluer. Je connais un monsieur en Afrique du Sud, en parlant d'Afrique du Sud aussi, un monsieur nigérian, à qui j'ai parlé d'ailleurs dans une vidéo. Je pense que vous le connaissez d'ailleurs. C'est un monsieur qui vend des morceaux de viande de viande de poulet. Gizzard, on appelle gizzard. Les foies de... Les foies, oui. Foie de poulet. Foie de poulet. Grillé. Oui. Qui vend à tout le monde. Oui. Si vous regardez, le boulot, c'est quelque chose de négligeable. On peut facilement dire, moi, je ne peux pas faire ce genre d'histoire. Oui. Il est là, devant un bar, on l'a autorisé, tu peux vendre tes petites viandes, là, tout ça dehors. Négligeable pour la plupart des personnes. Mais quand j'ai discuté avec lui, il m'a montré les photos des 4 maisons qu'il a construites à Lagos. Moyennant cette histoire. Il me disait que ça faisait 13 ans qu'il le faisait.
il n'a pas besoin d'autre boulot, il n'a pas besoin d'autre chose. Et avec ça, il a créé pas seulement son boulot, pas seulement celui-là, il a créé d'autres branches, donc d'autres personnes qui vendent pour lui dans d'autres endroits. Donc ici, pour compléter ce que vous disiez, on a besoin de plusieurs money streams ou flux d'argent. Oui. On n'est pas obligé de créer plusieurs entreprises. On peut créer une même entreprise dans plusieurs formes, dans plusieurs endroits. Donc multiplier des lieux de vente à travers la même entreprise, même si c'est une petite entreprise. Je connais un autre monsieur, un Nigérian aussi, qui vend des égoussis. Oui. Égoussis et sémolina. Oui. Sémoule et égoussis. Oui. Ce monsieur, si vous regardez sa boutique ou son histoire, son restaurant, c'est négligeable. Ce n'est pas très... c'est pas glamoureux du tout. Alors du tout. Mais le monsieur m'a dit, à travers sa femme d'ailleurs, qu'ils se font $9,000 le mois. Oui, et ils ont 13 boutiques comme ça. Négligeables au coin de la rue. $9,000 par jour. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent acheter ne sont pas des gens qui sont tout ça là. Et moi, je connais aussi. Ce sont des gens qui viennent juste au coin et disent donne-moi mon petit égoussi et mon petit sémolina. $9,000, négligeable. Je connais un ami camerounais à Johannesburg. Il vendait les bananes plantées. Il commençait à faire des petits bananes plantées. Parce que vous savez que les bananes plantées sont rares. Et beaucoup de ressortissants de la diaspora aiment faire des choses. Et quand son business a commencé à évoluer, aujourd'hui, vous êtes quelque part, le Messier exporte les bananes provenant de Mexique et Brésil. Plus de 10 camions, 20 tonnes. Le Messier là, c'est un friqué, je te dis. Mais quand il a commencé d'une façon modeste. Mais quand on te dit que ce Messier vend les bananes, comment tu peux te poser la question? Même les Pick and Pay, tous les grands magasins de spa, c'est lui qui est le supplier. C'est lui qui apporte, c'est oui, lui qui a qui distribue les distributeurs. Ok, ça c'est grave, c'est quand même grand. Vous comprenez? Mais quand il a commencé, il commençait d'une manière modeste. Il avait sa camionnette, on l'appelait, amène-nous 10 bananes. Il conduit, tu donnes par exemple $2. Okay. Tu l'appelles encore, il vient. Quand il se repose à 18h, oui, en train de prendre sa bière, si tu le trouves dans les bars, il sort à l'extérieur, il te donne un petit plastique sachet. C'est Messier-là. Quand j'ai visité sa maison au Johannesburg, j'étais étonné. Mais les gens le négligeaient parce qu'ils vendaient des bananes. Donc voilà, il n'y a rien de négligeable. Il n'y a pas de sommetier, il y a que des gens qui ne sont pas intelligents. Donc on peut commencer par n'importe quoi. Soyez courageux, lancez-vous, peu importe votre idée. Et d'ailleurs, moi je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de beaucoup de conseils dans l'entrepreneuriat. Oui, et moi maintenant, pour te donner maintenant mon exemple. Maintenant, je constate avec quelqu'un, je lui ai dit, j'ai vu cette offre, est-ce que je peux envoyer? Il m'a dit, toi tu es un fou. C'est Acer qui peut faire ce boulot, pas une petite ONG comme la vôtre. Je me suis dit, ok, moi dans la vie j'ai des principes. Je peux accepter d'échouer, mais je ne peux jamais accepter le fait de ne pas tenter. Il a essayé de vous décourager. Oui. J'ai écrit, bizarrement je n'étais pas sélectionné. Et puis, j'étais la seule personne à postuler. La plupart n'ont pas fait ça parce qu'ils ont eu peur. Personne. Ils s'imaginaient qu'il fallait certainement... Même les ACR n'ont jamais postulé. Et puis, après 2 mois, ces gens-là vont m'écrire que non, même si tu n'étais pas qualifié pour la première fois, mais on a donné encore l'offre. Mais on a soupçonné que tu n'avais pas bien rempli le formulaire. Mais on ne te dit pas que tu seras sélectionné cette fois-ci, mais tu peux encore appliquer. J'ai appliqué, cette fois-ci, j'ai cherché quelqu'un qui connaissait mieux que moi. Okay. Et j'ai été sélectionné. Et je te dis, j'avais représenté le gouvernement d'Angleterre pendant 2 ans, 3 ans en Afrique du Sud. Okay. J'allais à l'ambassade des États-Unis. Mais si j'abandonnais, je serais qui dans la vie? Donc, je n'ai jamais abandonné. Donc, dans la vie, le business, tout peut commencer avec des difficultés. C'est pour dire, la leçon que je tire ici, en tout cas, c'est il ne faut pas hésiter. La plupart des gens auront peur parce que ça fait peur. Les grandes choses font peur. En tout cas, les choses dignes doivent faire peur. Si ça ne fait pas peur, ça fait partie de la moyenne. Et je sais que vous ne voulez pas faire partie de la moyenne. En fait, quand vous goûtez un peu de la grandeur, vous ne voulez plus faire partie de la moyenne. Ce n'est pas de l'orgueil. Quand vous entrez dans business class, comme le disait quelqu'un d'intelligent, vous entrez dans business class, dans un avion first class ou business class pour la première fois. Vous vous asseyez, on vous sert du champagne, on vous donne votre couverture, on vous demande ce que vous voulez manger, on vous présente votre menu, on vous donne tout ce qui a à la commande, à la demande, on vous apporte du poisson, tout ce que vous désirez. À la prochaine occasion, quand vous montez dans l'avion et que vous ne pouvez pas aller en business class, vous êtes très soucieux.
ça vous dérange l'esprit. Votre esprit commence directement à vous commander de rentrer là-bas en business class. Vous commencez à fournir un effort. Voilà pourquoi, moi aussi, comme un grand qui l'a dit précédemment, j'encourage à toute personne, si vous avez le moyen, d'au moins partir en business class au moins une fois. Si vous êtes entrepreneur, vous avez des objectifs de grandeur, il faut aller une fois pour goûter la grandeur. Il faut aller une fois auprès des grands pour sentir ce que c'est. Il faut une fois même louer une Ferrari pour voir ce que ça donne, pour comprendre ce que ça fait. Okay? Donc, cela peut impulser d'autres choses. Je ne dis pas qu'il faut avoir une dépendance, une folie fiévreuse. Non. On dit quand vous goûtez à quelque chose de grand, vous commencez à chercher la grandeur. C'est-à-dire, pour compléter M. Robert, premièrement, il ne faut pas avoir peur. Ce qui fait peur est très important. Souvent, ce qui fait peur, c'est là où se trouve votre jouissance. N'ayez pas peur comme il n'a pas eu pas peur de postuler dans cette position, n'ayez pas peur de postuler, n'ayez pas peur de vous lancer. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement avoir des grands buildings. L'entrepreneuriat, c'est dans de petites choses. L'Ouganda a été voté le pays le plus entrepreneurial du monde. Pourquoi ? Parce qu'en Ouganda, tout le monde est hustler. Tout le monde cherche à se retrouver. On n'attend pas l'aide du gouvernement. Oh, le gouvernement va payer les enfants. Il n'y a pas ça. Ce que j'aime de l'Afrique du Sud aussi, c'est parce qu'il n'y a pas ça. C'est un pays excellent, mais on ne vous donne pas d'argent à la fin du mois disant voilà parce que vous êtes réfugié. Et la plupart des gens qui ont vécu l'Afrique du Sud, s'ils sont là, ils vous le diront, sont capables, peuvent s'en sortir n'importe où dans le monde. Alors, courage à vous, jeune homme. Lancez-vous dans quelque chose. N'ayez pas peur. Trouvez quelqu'un, parlez à quelqu'un. Ne restez pas assis à écouter les gens de la longueur de journée. Même pas nous. Okay? Vous écoutez un peu, vous partez, vous appliquez de plus. Pour finir, M. Robert. Donc moi, je pense que... Donc, votre expérience personnelle. Oui. L'entrepreneuriat, donc, c'est la clé pour la réussite. Parce que vous voyez, surtout les jeunes, quand tu quittes ton pays, trop jeune, tu as des ambitions qui te feront fortune. Et tu arrives, tu trouves qu'il y a beaucoup de réalités un peu aberrantes. Et puis voilà, donc, il faut se lancer, coûte que coûte. Parce que la plupart des gens qui ont réussi même à Johannesburg, si je peux donner l'exemple, 90% de ces gens-là se sont lancés dans leur propre business. Avant, nous tous, on faisait des boulots là pour venir payer les loyers. Parce que la vie, ce n'est pas seulement payer les loyers. Vous voyez? Parce que payer le loyer, aller au boulot, la maison, c'est une embrasser sa femme, ensuite dormir et attendre sa retraite et mourir. C'est pas génial. La maison, c'est une besoin fondamental. Manger, c'est fondamental. Donc, si tu manges, tu as une maison, tu as un loyer, ne dis pas que tu as fait quelque chose. Parce que si tu ne manges pas, tu vas mourir. Donc, tu dois manger où tu écoutes. Si tu ne dors pas dans une maison, tu seras malade. Donc, il faut aller au-delà de ces choses-là. Et pour y arriver, il faut chercher à créer ses propres moyens de se venir démonter. C'est un peu ça. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la clé. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de boulot. Il faut que tu sois Mourinho. Monsieur Robert a dit que l'entrepreneuriat est pour tout le monde. Je ne sais pas si je peux dire que je pense que l'entrepreneuriat est pour tout le monde. Je peux peut-être dire que l'entrepreneuriat, si l'entrepreneuriat est pour tout le monde, si l'entrepreneuriat est pour tout le monde, alors tout le monde n'a pas cet esprit d'entrepreneur. Si l'entrepreneuriat est pour tout le monde, alors tout le monde n'a pas cet esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire, certaines personnes ne sont pas assez rudes, pas assez crues, pas assez forts pour assumer ce rôle d'entrepreneur. C'est pas facile, c'est difficile. Avoir un staff, c'est pas facile. Les gens, leur comportement, leur éducation, ils apportent au boulot. C'est pas facile du tout. Il faut payer les taxes. Il faut payer les taxes, j'espère. Il faut payer les taxes. Dans un pays qui se respecte. Nous, les ONG, on ne paie pas les taxes. D'accord. On est exempté. Je disais, si l'entrepreneuriat est pour tout le monde, alors il est évident que tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais pour ceux-là qui peuvent devenir entrepreneurs, je vous encourage de le faire. Pourquoi je vous encourage de le faire ? Parce que c'est beau. C'est bien. Ça fait plaisir de dire, OK, lundi, je veux partir à Dar es Salaam. Mardi, je serai à Zanzibar. Vendredi, je serai à Nairobi. Dimanche, je serai à Singapour. Il faut être entrepreneur pour faire ce genre d'histoire. Ou au moins, peut-être, être né d'une famille riche. Et je pense qu'en étant né d'une famille riche, on ne peut rester que riche qu'en étant entrepreneur. Ou peut-être en étant roi, dans un environnement où on est obligé d'être roi. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Être entrepreneur vous donne une certaine liberté de vie pour ceux qui aiment la vie. Tu peux aller faire un tour ici, tu peux aller à Monaco, tu peux rentrer à Johannesburg, tu peux faire New York. Si c'est ce qui vous... Voilà. Vous voulez avoir de l'argent, vous voulez avoir à manger sans vous inquiéter, vous voulez vivre bien. C'est ça. Je pense pas que la vie, c'est pas seulement... Je pense que la vie, c'est pas seulement faire des voyages à Monaco et partout ailleurs. Mais je pense que si c'est ce que vous aimez dans la vie, alors dans ce cas, il n'y a pas autre chose à faire.
Il n'y a pas deux façons d'y arriver. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère qu'on a tiré quelque chose aujourd'hui. Et on espère vous retrouver encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.